Bonjour à toutes et à tous. Dans cet épisode des 80 ans de Midi Libre, nous retrouvons la chef de l'agence de Nîmes, Émilie Beck, pour écouter une histoire marquante de sa carrière. Je m'appelle Émilie Beck, j'ai 40 ans et je suis chef d'agence depuis septembre 2023 à Nîmes. En fait, c'est super dur de trouver parce que tu te dis, comme je te raconte que tous les jours, tu vois, on vit des sujets différents. Mais parmi les sujets qui m'ont marqué, en fait, c'est une aventure humaine. C'est que au tout début de la crise du Covid-19, et je te remonte donc en avril 2020, on a eu l'opportunité, en fait, il y a eu une proposition au sein du journal de partir pendant une dizaine de jours en Italie. On a pris la route en direction de l'Italie pour essayer, puisque l'Italie, à cette époque-là, on estimait qu'elle avait un mois d'avance par rapport à ce qui allait se passer en France, par rapport aux contaminations et autres. Donc en fait, on a eu cette possibilité-là. Donc il y a eu deux équipes. Il y a une équipe qui est partie vers l'Espagne et une équipe qui est partie vers l'Italie. Donc moi, je suis partie avec Yannick Filippona en direction de l'Italie. Alors vraiment, aujourd'hui, on a du mal à penser ça, mais on est parti avec 2 bouteilles de gel hydroalcoolique, des masques en tissu, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien, quoi. Tu vois, il y avait que dalle, une vague autorisation en italien, traduite en italien, de pouvoir passer la frontière, puisque tu pouvais plus bouger, tout le monde était confiné. On est parti le 18 avril, je crois, donc le confinement venait d'être décrété. Et donc, tu pars un peu, en fait, sans même réaliser que tu vas vivre une pandémie mondiale, quoi. Tu vois, on n'avait pas idée de ça. Et en fait, ça a été très marquant parce que peut-être qu'en France, on a un peu pris à la légère ce que pouvait être le Covid-19. On est parti de Montpellier, on a fait Marseille, Nice, Cannes, Ventimille à la frontière, et ensuite on est allé à Bergame, puis on a fini à Milan. Mais en fait, là-bas, tous les gens qu'on a rencontrés avaient perdu des proches. Tous les gens nous parlaient de la manière dont on leur avait arraché des membres de leur famille malade, parce que en Europe occidentale, en Occident, la mort est quelque chose qui est vécu de manière extrêmement douloureuse. Mais en fait, avec le Covid, il y a des gens qui ont vu partir leurs proches et qui ne les ont plus jamais vus. Et en Italie, c'était extrêmement marquant quand on te raconte en fait comment l'armée venait chercher les cercueils pour aller les entreposer, on ne sait où d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas où sont enterrés leurs proches. On est allé dans un hôtel qui servait de poste hôpital, en fait, où les personnes qui étaient un peu moins malades étaient, j'ai envie de te dire, parquées, quoi, tu vois, et où le médecin nous dit, vous voyez, cette personne, on n'a pas encore pu lui annoncer que son mari est mort, elle ne le savait pas. On est allé dans des lieux, dans un village où la pandémie a été la plus forte, où le village, l'église servait de lieu de stockage pour les cercueils. On est allé voir un prêtre qui, vu qu'il y avait une pandémie, avait demandé à tous ses fidèles de leur envoyer une photo. Et en fait, dans son église, sur les bancs, partout, tu avais des photos, en fait, des fidèles. Et donc, lui faisait des messes à distance, quoi, tu vois. C'est des moments de vie totalement surréalistes. La place San-Remo à Milan, totalement vide, où tu te rends pas compte sur le moment, et avec le recul, tu te dis que t'as vécu des choses absolument dingues et absolument invraisemblables dans le quotidien. Et ça reste, pour moi, vraiment par rapport à tout ce qui a été, on a écrit dessus, mais par rapport à ce que tu vis, à l'émotion que tu ressens, aux gens que tu rencontres dans un contexte, évidemment, encore une fois, c'était avril 2020, on n'avait pas idée que ça allait durer autant de temps et que ça allait être d'une telle ampleur et qu'il y aurait ces millions de morts, mais ça a été bouleversant, en fait, professionnellement, mais aussi personnellement. C'est vrai que quand on est revenu et on s'est regardé avec Yannick et qui a été le moment de dire qu'on allait rentrer chez nous, en fait. Après, évidemment, on a été mis en quarantaine, entre guillemets. C'était un moment hors du temps et j'espère unique dans la carrière, parce que ça serait très mauvais signe. Voilà, dans le témoignage qu'on a pu faire professionnel et personnel, je crois que c'est un des moments, moi, les plus forts que j'ai pu vivre comme en tant que journaliste, quoi. Voilà, en tant que témoin, ce que est un peu un journaliste, c'est être un témoin de l'actualité, en toute modestie évidemment, mais je crois que ouais, ça a été le moment professionnel le plus intense que j'ai pu vivre, quoi. En fait, l'idée, si tu veux, c'est qu'on est partis tous les deux. On a pris une voiture, nos affaires, et on est partis à l'aventure. On a nous-mêmes tracé, en fait, on a fait notre tracé.
On avait pris quelques contacts à droite à gauche en demandant, mais l'idée c'était d'aller au contact de la population. Donc c'était pas de croiser, donc c'était vraiment de se rendre à Bergame, de parler avec les gens, d'essayer de se faire ouvrir des portes, d'aller témoigner de ce qui se passait là-bas, comment est-ce qu'ils vivaient la pandémie. Eux aussi étaient confinés, mais ils étaient à un niveau de sécurité qui était bien différent du nôtre. C'était bien autre chose parce que eux, le nord de l'Italie a été particulièrement impacté par le Covid et ils avaient des normes très strictes en termes de sécurité, en termes d'isolement. C'est là que tu te rends compte, en fait, le système de soins français, on dit effectivement qu'il est en difficulté, c'est vrai qu'il est en difficulté, mais par rapport à ce qu'il vivait en Italie, tu vois, c'était sans commune mesure, quoi, par rapport à ce que nous, on avait en France, aux mesures de sécurité. Tu rentrais dans les supermarchés, on te prenait ta température, c'était systématisé. Tu serais jamais sorti dans la rue sans masque, c'était invraisemblable. Il y avait aucune, comment te dire, c'est pas rébellion, mais on va dire aucune personne qu'on a pu rencontrer n'avait les moyens de contester tellement, ils voyaient les gens mourir, en fait, tu vois, donc... tellement de personnes qui mouraient autour d'eux, et du coup, effectivement, t'avais personne pour venir remettre en question les mesures de sécurité qu'il y avait. Et c'est vrai que quand on a repassé la frontière et qu'on est revenu en France avec toutes les polémiques, ou même nous, la désinvolture qu'on a pu avoir parfois face à ça, c'était un peu un choc. Mais l'idée, en fait, c'était pas de voir d'autres journalistes, l'idée, c'était d'aller voir vraiment des êtres humains, de voir comment eux vivaient, en fait. Et c'est ça qu'on a fait des carnets de voyage, en fait, où on racontait un peu nos journées là-bas, pour venir témoigner de ce qui se passait. Par des relations, par les rencontres, on a pu se faire ouvrir pas mal de portes. On est notamment allé à l'hôpital Saint-Joseph aussi à Marseille, dans le service en anesthésie-réanimation, où en fait tu avais les personnes gravement atteintes par le Covid. Donc là, on y est arrivé en tenue complète. Ils nous ont fait rentrer dans ces pièces-là où tu as les personnes qui sont tellement atteintes qu'elles sont sous respirateur, en fait. Et le silence assourdissant qu'il y a dans ce lieu, qui est juste perturbé par le bruit des machines, en fait, qui tiennent les personnes en vie, que tu as en face, derrière les portes des chambres. C'est assez bouleversant quand même, quoi. Tu vois, tu peux essayer de raconter tout ce que tu veux, mais quand tu es là et que tu vois des personnes qui ne sont maintenues à la vie que parce qu'elles ont un respirateur, et tu n'es pas sûr qu'elles s'en sortent, de toute façon, c'est costaud quand même, quoi. Tu vois, après, tu peux être blindé de tout ce que tu veux, mais là pour le coup, t'as la mort en face, quoi. Clairement, c'est chaud. C'est violent, quoi. C'est très violent. Midi Libre. Midi Libre. Les podcasts de midilibre.fr.